Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, pour notre rubrique C'est bien de chez nous, je vous propose de parler du goyavier et ses utilisations. Donc, on en parle avec Duke Menongo. Ensuite, pour notre rubrique Job et éducation, nous irons donc visiter l'internat de Koné. Donc, on en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job et éducation. Et enfin, pour notre rubrique gastronomique, aujourd'hui, je vous propose de parler et de vous offrir l'opportunité de regarder la recette des moules marnières. On en parle avec Falaï. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Blaise. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'UCF, l'Union pour la Calédonie dans la France, mais également vous êtes le fondateur du mouvement républicain calédonien qui a été créé en 2011, je crois. Vous me corrigez si c'est pas ça. 14 juillet 2011. Voilà. Donc on est là, on vous invite un peu pour nous parler un peu, de faire un bilan de la marche qui a été organisée par votre groupe, mais également de parler du prochain comité des signataires extraordinaires. Alors est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de cette marche, mais surtout être clair un peu sur le message? Est-ce que vous avez marché contre le corps électoral ou est-ce que vous avez marché contre l'indépendance? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair en fait sur les objectifs de cette marche? Bien, alors d'abord, merci de votre invitation. Cette marche, elle a été très utile puisqu'elle a permis, je pense, au gouvernement socialiste, en fait, on a profité de la présence de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui est socialiste lui aussi, pour voir qu'il y avait quand même un problème de fond aujourd'hui et que dans le camp loyaliste, en tout cas, nous ne sommes pas contents de la situation. On a réuni, selon la police, 8200 personnes, selon d'autres estimations, 10 000 personnes. Je pense qu'on était assez proche des 10 000 au pic de la mobilisation, mais vous savez, réunir ne serait-ce que 8 000 personnes un vendredi midi, quand beaucoup de gens sont bloqués au travail, c'est déjà un beau succès. Donc nous, on est très contents parce que l'État a entendu le message, il a compris qu'il fallait débloquer la situation et qu'il fallait réunir le comité des signataires parce qu'il y a un arbitrage politique à refaire. Pourquoi cette manifestation au départ? Eh bien parce que, rappelez-vous, en octobre, il y a eu un comité des signataires, comme tous les ans, qui a proposé des choses. L'État a fait un projet de modification de la loi organique qui n'a pas respecté l'intégralité de ce qui avait été dit. Et ce projet, il est un peu déséquilibré, puisqu'il va beaucoup plus dans le sens des attentes des indépendantistes que des loyalistes. Et le 26 mars, le Congrès, qui est à majorité loyaliste, a pris, avec l'accord de l'UCF, du FPU, mais également de Calédonie Ensemble, un avis pour demander des modifications de ce projet de modification de la loi organique. L'État n'a pas suivi l'avis du Congrès, et donc nous sommes descendus dans la rue pour lui dire « stop, ça ne va plus ». Alors, clairement, l'objectif principal de cette manifestation, c'était sur le droit de vote, pour le référendum pour les provinciales. Mais pourquoi parler de non à l'indépendance? Parce qu'évidemment, nous, loyalistes, si on veut le droit de vote, si on veut pouvoir dire ce qu'on pense, c'est parce qu'on veut rester dans la France. Alors, vous parlez du camp loyaliste, mais vous avez un peu des petites divergences également avec le parti de Philippe Gomez, qui était d'ailleurs présent durant cette marche. Alors, expliquez-nous un peu ce qui ne va pas entre vous. Bon, il y a aussi des divergences au sein du camp indépendantiste, mais alors, expliquez-nous un peu ce qui ne va pas. Le débat, il est un peu pollué, effectivement, par ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire l'alliance qu'il y a eu entre Philippe Germain, des élus de l'UNI Palika et d'Anglebert au gouvernement pour être élu président du gouvernement. Donc il y a clairement une entente entre Calédonie Ensemble et des indépendantistes pour le gouvernement. Mais ça, c'est une chose. Sur la question du corps électoral, nous avons bien eu une position homogène, commune, le 26 mars, et ça n'a pas changé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu de flottement, mais sur la question du corps électoral, sur l'inscription des natifs au référendum, l'inscription automatique au référendum, et sur la question du 188, le droit de vote aux gens arrivés avant 1998, la position est la même pour les trois formations loyalistes. D'accord. Alors, au niveau le fait que justement un comité des signataires extraordinaires soit programmé, fermé, est-ce que ça tombe à pic pour vous, finalement? Je crois que c'était une urgence, c'est-à-dire que l'État s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas avancer sur ce dossier-là, simplement en ayant une lecture juridico-juridique, en s'appuyant sur ce que dit le Conseil d'État. L'accord de Nouméa, c'est un accord politique, c'est un accord qu'après il faut mettre en musique dans le droit. Mais le droit, il habille l'arbitrage politique, ce n'est pas la politique qui habille le droit. Et donc nous, on a voulu rappeler certaines réalités simples.
D'abord, l'accord de Nouméa, et là vraiment je respecte l'esprit et la lettre de l'accord de Nouméa. Surtout que vous l'avez tous signé quand même. Hein, on l'a tous signé. Il dit bien qu'on crée une citoyenneté qui nous met à égalité. Il y a certes la reconnaissance de l'histoire, il y a les ombres et les lumières de la colonisation, mais on veut créer une citoyenneté où tout le monde se reconnaît. Et donc faire une distinction des droits déséquilibrés entre les gens de statut civil coutumier, les Kanaks, et les natifs, c'est une très mauvaise approche. C'est quelque chose qui tue même l'idée de destin commun. Ensuite, il y a la parole qui a été donnée sur qui peut voter, qui peut être citoyen. Nous, on est affirmatif. Depuis le début de l'accord de Nouméa, depuis les travaux parlementaires de 1999 et même en 2007, quand il a été question du gel du corps électoral, il n'a jamais été question que les gens arrivés avant novembre 1998 puissent être privés de droit de vote au provincial. Cette jurisprudence qui pose problème aujourd'hui, qui casse le débat entre indépendantistes et loyalistes, qui dit que les gens auraient dû s'inscrire préalablement sur la liste électorale, cette jurisprudence est une invention totale de la part de la Cour de cassation. Elle n'existait pas, et quand vous reprenez ce que disait même Mathias Chaussat, ce que dit le président Paul Néautine en 2007, dans l'interview qu'il a faite dans le journal 20 francs avec Harold Martin, il est très clair. La concession des indépendantistes, c'est que les gens arrivés avant novembre 1998 puissent tous devenir citoyens. C'est ce que certains indépendantistes disent le contraire. Ils disent le contraire, mais moi j'ai l'article. Ça n'engage que vous, d'accord. Alors, justement, est-ce que vous avez rencontré M. Bartolone? Oui. Comment ça s'est passé? Je ne l'ai pas rencontré à la séance solennelle ni dans la délégation puisque j'étais occupé à parler aux manifestants, mais on l'a rencontré le lendemain, samedi, en bilatéral avec Jean-Jacques Urvoas, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Philippe Gosselin, le député UMP, et on lui a dit tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'État ne peut pas traiter différemment le partenaire indépendantiste et le partenaire loyaliste. Comment a-t-il réagi ? Vous savez, je pense qu'en métropole, il y a une culpabilité coloniale, il y a une repentance, et donc que ce soit la droite ou la gauche, on est toujours beaucoup plus attentif à ce que demandent les indépendantistes que les loyalistes. Nous, on leur dit simplement, ce qu'on vous demande, ce n'est pas plus que l'accord de Nouméa. On vous demande de respecter nos droits de la même façon que vous respectez les droits des indépendantistes. Donc, ils ont commencé à entendre, ils n'ont pas tout bien entendu, et que les choses soient claires. Si à ce comité des signataires, on ne traite pas la question du 188, si on ne traite pas la question des intérêts moraux et matériels, qui est totalement floue aujourd'hui, nous, on continuera à rester mobilisés et on redescendra dans la rue s'il le faut. Alors, l'autre objectif, c'est ça, justement, non à l'indépendance. Est-ce que, justement, vous craignez que la situation de certaines personnes, justement, s'il y a l'indépendance, on puisse déranger, justement, la situation de certaines personnes? Je pense que c'est un peu ça, je veux dire. C'est les choses que certaines personnes nous disent plutôt. On ne se pose pas aujourd'hui la question de savoir ce qui adviendrait en cas d'indépendance. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est que les Calédoniens puissent librement et loyalement dire ce qu'ils veulent pour l'avenir de ce pays. Après, ils feront leur choix. Mais il ne faut pas qu'on truque les élections en donnant plus de facilité aux électeurs indépendantistes et en érodant le vote loyaliste par des manœuvres. À un moment, il faut qu'on soit en démocratie, c'est-à-dire qu'il faut jouer loyalement. On a fait beaucoup de concessions depuis l'accord de Nouméa. On a accepté des choses qui, pour nous, sont très choquantes, des choses qui vont contre l'esprit de la démocratie. On a accepté des choses, mais il y a une limite à ces choses-là et on demande que soit respecté le contrat, la parole, la poignée de main qui a été donnée entre nous. D'accord. Alors, quel est le message que vous avez envie de passer aujourd'hui pour terminer cet entretien? Le message que vous avez envie de passer aujourd'hui aux Calédoniens qui nous regardent? On ne demande pas plus que ce que dit l'accord Nouméa. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas travailler à l'avenir institutionnel, quel qu'il soit, si à un moment, il y a une mauvaise foi d'un côté comme de l'autre. Donc on demande simplement que tout le monde fasse preuve de bonne foi et reconnaisse qu'il y a des choses qui ont été dites ou des choses qui n'étaient pas prévues. Et nous n'accepterons pas qu'on nous impose des choses qui n'étaient pas prévues, parce qu'aujourd'hui, ça suffit. Du côté loyaliste, nous n'avons plus envie de faire de concessions qui ne sont pas justifiées. Et encore une fois, on ne demande pas d'exonération, on ne demande pas à ne pas exercer nos promesses dans l'accord de Nouméa. On dit simplement l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa. D'accord. Philippe Blaise, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays.
Allez, on retrouve Falaï pour le dernier agenda de la semaine. Salut Falaï. Salut Elise, bonjour à tous. Et oui, dernier agenda de la semaine et ce n'est pas pour me déplaire. Eh bien oui, c'est un long week-end, hein, histoire, voilà, on pourra prévoir justement des petits moments sympas entre familles et surtout entre amis. Alors, mais bon, pour nous, c'est pas encore le week-end, voilà. Donc qu'est-ce que tu nous proposes? Bon, allez, on commence avec la commune de Yingen qui informe la population que les locations de stands pour sa fête communale qui aura lieu le 8 et 9 août se feront jusqu'au vendredi 10 juillet. Et pour cela, il faut s'inscrire auprès du comité des fêtes de Yingen à la mairie. Alors, pour plus d'informations, il faut appeler le 42 81 44. Voilà, et on reste sur la côte Est, dans la commune de Poindy-Wimillon, donc à Poindy-Mie, avec la Mascop qui propose une aide au réapprentissage de la lecture. C'est pas mal ça. Oui, alors la Mascop ou encore mission d'accompagnement à la scolarité en province Nord a développé un nouvel axe, hein, la lutte contre l'illettrisme. Des professionnels de l'apprentissage de la lecture accompagnent celles et ceux qui le souhaitent sur le chemin de la lecture. Les séances sont individuelles 2 à 3 fois par semaine. En tout cas, on a eu l'occasion de recevoir la présidente sur ce plateau. Elle a été créée donc en 2008 à Poigny-Mier, mais elle ne fait pas que ça, bien sûr. Oui, c'est vrai, elle ne fait pas que ça. Elle est composée, cette association de bénévoles qui aident les étudiants en province Nord. Alors comment? Grâce à l'accompagnement scolaire qui s'adresse à tous les élèves d'un établissement toujours de la province Nord qui ont besoin d'aide dans une matière particulière. Donc voilà les parents, hein, il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide auprès de la Mascop. Alors comment on peut les contacter, Falaï? Alors vous pouvez les joindre par téléphone au 47 10 17 ou le 85 70 ou encore aller sur leur site internet www.mascop.weebly.com. Voilà, et on reste à Poigny-Mie avec le festival Anourou Amboro qui se déroulera du 16 au 24 octobre. Oui, c'est ça, Elise. Alors, avis à ceux qui veulent y participer, vous avez jusqu'au 15 mai pour vous y inscrire et envoyer vos photos pour cette 9e édition de Anourou Amboro. Voilà, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Alors, est-ce que tu as des contacts à nous donner? Oui, même 3. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association www.anourouamboro.com ou bien envoyer un mail à secrétariat@anourouamboro.com et enfin, vous pouvez appeler le 47 18 19. Voilà, très bien, c'est noté. Sans transition, les soirées sous le thème de la fête des mères. Donc, va bientôt justement pointer son nez. Hein, la fête des mères qui, je vous le rappelle, aura lieu dans 3 semaines. Donc, les papas, hein, réfléchissez déjà au cas de... Non, je plaisante. Donc, et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut prévoir justement du côté de Koné? Alors, on aura plusieurs soirées tout au long de cette semaine. Alors, déjà, à Koné, l'association des assistantes maternelles de Koné organise une soirée défilé spéciale fête des mères le samedi 30 mai. L'association des assistantes maternelles de Koné, c'est quoi? En fait, moi, je ne connaissais pas non plus. Moi non plus. Et c'est normal, nouveau, hein. Oui, parce que c'est une toute nouvelle association qui a été créée là en début d'année. Elle est composée essentiellement d'assistantes maternelles de la zone VKP. Et son but, c'est améliorer les conditions des enfants qu'elle garde. Hein. Par exemple, ce qu'elle souhaite, c'est acquérir des locaux pour pouvoir séparer les tout petits des périscolaires et leur permettre en fait de faire des activités adaptées. Elle souhaite également faire appel à des intervenants, tu sais, pour différentes disciplines comme la poterie, le sport, la musique, etc. Soit directement aux enfants ou soit elles suivent une formation qu'elles pourront mettre en pratique avec leurs enfants. Mais bon, pour tout ça, il faut des fonds. Et oui, effectivement, d'où cette soirée, cette fameuse soirée du 30 mai, hein, cette soirée défilé, cocktail donc de bienvenue et buffet. Ça sera chez Aline Castavi, route de Pomémie, de 19h à 1h du matin. Donc renseignement au 42 38 30. Voilà Falaï, donc c'est fini pour l'agenda. Et puis, écoute, on te retrouve la semaine prochaine. Ou tout à l'heure plutôt pour la rubrique Fin Bon. Au plaisir Élise, oui, à tout à l'heure pour le Fin Bon. Allez, je vous propose de retrouver Duke Menango pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on parle de la goyave. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors oui Élise, alors la goyave ici au pays,
Par exemple, nous sur Nengoné, on l'appelle aussi guava. Un autre nom qu'on lui donne en Amérique latine, parce que c'est une plante qui trouve ses origines un peu dans cette zone-là. En Amérique latine, on l'appelle aussi le guarava. Alors, comme je viens de le dire, ce n'est pas une plante endémique. Et puis, ici au pays, on la qualifie même de plante envahissante, plante invasive. Alors, dans le monde, Élise, il existerait un peu plus de 150 espèces, 150 variétés de goyaviers différents. Et puis, à notre échelle, ici au pays, on peut facilement relever 3 espèces. La goyave commune, la goyave rose qu'on trouve sur le bord des routes là, en ce moment. Et puis on a aussi le goyavier blanc, la goyave blanche, et la goyave chinoise, goyave rouge. Tout petit. Tout petit, toute ronde, là, qu'on va voir aussi dans le reportage. Dans le reportage qui va suivre. Et puis d'ailleurs, c'est un goyavier que nous, à Marais, on appelle le Kwavanimisi. Un goyavier, entre guillemets, peut-être ramené par les missionnaires sur Marais. En tout cas, on va dire que la goyave rappelle un peu notre enfance à chacun. Alors, concernant ce fruit, que peut-on dire sur ses valeurs nutritionnelles? Alors, Élise, beaucoup de choses à dire. On peut commencer par dire que les nutritionnistes, en tout cas, nous disent que lorsque ce fruit est mûr, il contient déjà beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, et puis on nous dit même qu'il contient plus de vitamine C que l'orange. Alors, d'après le site Passeport que j'ai consulté un petit peu pour avoir un peu plus d'infos, ils nous disent que c'est dans la peau qu'on trouve le plus de bienfaits, de bienfaiteurs, enfin le plus de substances bénéfiques. On en trouve plus dans la peau que dans la chair. Et notamment dans cette peau-là, on va retrouver pas mal d'antioxydants. Et Elise, tu sais comme moi que les antioxydants, c'est toutes ces vitamines, toutes ces substances qui aident un petit peu à lutter contre le vieillissement des cellules et puis qui aident surtout à renforcer le système immunitaire. Voilà je connais beaucoup qui vont faire des crèmes. Alors ici, comme ailleurs, on utilise aussi les jeunes feuilles de goyavier dans nos médecines dites traditionnelles. Donc on mâche simplement ces feuilles, puis on avale le jus de la sève pour stopper le mal de ventre ou encore pour calmer justement les diarrhées. C'est vrai, alors plusieurs sites qui traitent un petit peu de la médecine médicinale, comme justement le site Passeport Santé, nous confirme un peu ce que tu viens de nous dire, et ils vont même jusqu'à, ils rajoutent aussi d'autres infos du genre que ces petites feuilles-là, on peut en faire aussi une concoction, la bouillir un petit peu à l'eau chaude, bouillir la feuille et puis boire cette préparation, et cela pour lutter contre les maux de gorge et puis même pour tuer certaines bactéries qu'on a en nous, quoi. Alors ici, la goyave, on la consomme crue, mais elle peut être aussi entrée dans différentes préparations cuites. Mais à quel niveau on produit en Nouvelle-Calédonie ce fruit? Alors Elise, ça va être difficile de répondre à cette question parce qu'en fait on n'a pas de réels chiffres, pas de réelles données qui concernent la production de goyave. Et c'est pour des raisons toutes simples, en fait, c'est que ici la production elle est faible, et puis la goyave c'est un fruit saisonnier qu'on va facilement aller chercher dans la nature ou sur le bord des routes. Et puis les producteurs qui commencent à se lancer dans la production de la goyave, ils sont encore très peu nombreux. Du coup, au niveau des stats, les chiffres qu'on a, les institutions vont regrouper plusieurs fruits dans certains groupes. Et puis la goyave, elle est à l'intérieur. On n'a pas de chiffres réels. Par contre, on a des chiffres au niveau mondial. On sait par exemple que le plus gros producteur de goyave au monde, c'est l'Inde. L'Inde avec quand même 18 millions de tonnes par an. Ouais, quand même. Juste derrière, on a la Chine avec 7 millions de tonnes par an. Et plus près de chez nous, on a l'Indonésie qui produit quand même 1 300 000 tonnes à l'année. Alors ces grandes nations, elles ont su mettre un petit peu en valeur tous les bienfaits de la goyave. Là. Elles ont su exploiter tout ça dans ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire. Ouais. Du coup, voilà, même ici au pays, on boit du jus de goyave qui est produit en Asie. On a même des biscuits dans lesquels on retrouve des goyaves d'Asie. On a plusieurs produits comme ça qui sont issus de cette industrie-là agroalimentaire qui est originaire de pays qui ont vraiment su exploiter ce fruit-là qu'est la goyave. Alors nous, bien sûr, ici, dans notre petit pays, à notre échelle, on n'est pas arrivé au même stade, quoi, mais oui, on est loin, mais les producteurs de goyave du pays, ils sont, le peu qu'ils sont,
ils savent quand même mettre en valeur à leur manière le fruit, la goyave. Du coup, voilà, il y en a qui, dès qu'ils ont récolté, se mettent à produire des confitures, surtout des les gelées, confitures ici, même des sirops de goyave. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que fait Rosemée Thierry. Rosemée Thierry, c'est une mémé à nous de Farino qui a bien voulu que moi-même, et puis on était avec notre stagiaire Lina Wakaseou et ta frangine Nathanaël Nangan. On s'est tous les trois rendus du côté de Farino. Et puis voilà, une fois là-bas, on a tenté un petit peu de suivre Madame Thierry Rosemée dans son verger, à travers ses goyaviers, parce que c'était assez difficile. Et puis voilà, du coup on l'a suivi dans son verger jusqu'à sa cuisine. Donc je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage. Je vais ramasser quelques goyaves pour faire de la gelée. Alors si vous voulez me suivre, ah bah tiens, il y en a par là, donc on va d'abord commencer par ici. Puis tout à l'heure on ira au verger. Je cueille des goyaves à maturité. C'est des goyaves roses. Ah ben voilà la belle que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Elles ne sont pas trop piquées par les mouches des fruits. Ben là, vous avez une autre variété de goyaves. Ce sont des goyaves blanches. Alors les goyaves blanches, ça ressemble, c'est des fruits beaucoup plus fragiles. Vous en avez une belle là. Voilà. Vous voyez ? Bon, extérieurement, il n'y a pas trop de différence, mais c'est quand on va la couper tout à l'heure, vous verrez la différence. Et c'est beaucoup plus doux que la goyave rose. Cet arbuste est un pied de goyave de Chine. Alors cette année, il y a beaucoup de goyaves, parce que je pense que la sécheresse a stressé les arbres. Et avec la pluie qui est arrivée, ça fait fleurir et pousser les fruits. Je fais de la gelée avec les goyaves de Chine rouges. Je fais de la gelée. Là, vous voyez, il y a plein de goyaves par terre. Donc, la semaine prochaine, je vais venir avec Valentine et on va ramasser tous les fruits. Bah, peut-être demain du reste. Parce que c'est un nid. Dans les goyaves de Chine, il y aura toujours des mouches des fruits. Ça va attirer aussi les rats, donc risque de leptospirose. Ça attire les escargots. Ouais, il y en a plusieurs. Alors la difficulté à cette heure-ci, c'est que on est en 4 jours. Et des fois, on voit pas très bien la couleur des goyaves. J'ai fait des goyaves parce que je voyais que les goyaves au bord des routes, elles disparaissaient à cause du débroussaillage ou sur Nouméa à cause de l'urbanisme. Et je me suis lancée dans la goyave. Ah tiens, il y a une fleur. Ça veut dire que on aura une deuxième, on aura une deuxième récolte comme en haut. Il faudra que je vienne tailler. Ça, il faudra couper toutes les branches mortes et puis les tailler en hauteur parce que ceux-là, ils sont vraiment trop hauts. Celle-là, elle est presque à maturité. Mais je ne peux pas la laisser jusqu'à demain ou après-demain parce que les mouches des fruits, les papillons piqueurs et les roussettes vont venir l'abîmer. Voilà. Paf. Voilà. Alors il y a des coupes fruits qui sont plus sophistiquées, mais en fin de compte j'aime pas. Et voilà. Parce que ils sont lourds. Celle-là c'est des goyaves roses. Voilà. Il y en avait une autre par là. Vous avez une goyave qui a été piquée par les mouches des fruits. Immangeable, invendable, il faut la jeter. Je les mets dans les sacs
pour que les cochons sauvages ne viennent pas, parce qu'une fois qu'un cochon sauvage sait qu'il y a des goyaves, c'est fichu. Les râles et tout le reste. Toutes les pestes. Voilà. Là, vous voyez, il y a 2 mouches de fruits. Elle essaye de piquer, de pondre. Elle essaye de pondre dans la goyave, même si elle est dure, la goyave. Parce que quand elle pique, c'est pour pondre. Bon, là, c'est les dégâts de la pente des cigales. Et ça fragilise les tiges, et après, ça casse. Quand vous taillez un goyavier, le fait de tailler, ça va faire sortir des bourgeons floraux. Et il faut attendre 7 mois minimum pour avoir le fruit. Et de la fleur à la goyave, ça fait... ça dépend si c'est un temps pluvieux comme en ce moment. Ça peut aller très vite, 3 mois. C'est un fruit qui est très très fragile. C'est pas comme l'orange qui reste 15 jours sur un arbre facile, même plus. C'est aussi fragile qu'une mangue, quoi. Quand c'est à maturité, il faut enlever, quoi. Parce que là, si je les laisse celle-là, ce soir, il y a toutes les roussettes qui vont faire la fête. Alors c'est bien, ça veut dire qu'il y a des roussettes. Mais c'est moins bien pour moi. Alors là, on va en prendre voilà, 3 ou 4 bien mûrs. Et je vais vous montrer comment on prépare une gelée de goyave. Donc il faut prendre des goyaves. Naturellement, vous les avez lavées. Hein. On a enlevé la partie abîmée, si des fois il y a des parties un petit peu abîmées. Alors il y a 2 façons de faire. Moi, je prends la goyave que je coupe en 4 ou en 8. Et après, on va les mettre dans l'extracteur de jus. En sachant que moi, effectivement, le reste de la goyave, je vais la réutiliser pour faire du chutney. Pour faire le jus, ça bout, il y a de la vapeur. On met les fruits dedans. Donc je remplis jusqu'à cette ligne-là. Au bout de 1 heure, on récupère le jus qui descend en dessous. Vous voyez, là, il y a un petit peu de jus déjà qui descend en dessous. Et c'est avec ce jus qu'on fera la gelée. C'est le début de la gelée. Hein? C'est donc du jus de goyave avec du sucre, un petit bout de vanille qui est en train de bouillir. Ah mais non, il faut que le mélange jus et sucre monte à une certaine température pour que ce jus se transforme en gelée. Alors théoriquement, c'est qu'il faut que ça monte à 108 degrés. Nos grands-mères qui n'avaient pas de thermomètre ou celles qui sont habituées à faire de la gelée, elles voient la différence en fonction des bulles. Vous voyez, là, ça bout, c'est au moins à 105 degrés. Et après, il faut que ça fasse des petits cratères. Et c'est au moment qu'il y a des petits cratères que la gelée commence à être bonne. C'est comme ça, c'est au moins à ce moment-là qu'il faut les arrêter pour après les mettre dans les pots. Vous voyez, il y a les gouttes. Oh, voyez, elles sont belles là. Voilà, il faut que les gouttes elles filochent. Il faut qu'elles restent en forme de gouttes. Il ne faut pas qu'elles s'étalent. On va la laisser un petit peu encore. Ça va me permettre de préparer les bocaux. Je lave tous les bocaux que je reçois. Et après, je les fais sécher au four. Comme ça, quand on met de la gelée ou quand on met de la confiture dedans, on est sûr qu'il n'y a pas d'eau qui reste. Et que ça ne va pas moisir. Attendez, il faut que je fasse attention que là...
l'eau elle coule pas. C'est 1 litre de jus pour 750 grammes de sucre. Donc ça fait au moins le double de goyave. Je me rappelle plus exactement, mais parce qu'en fin de compte, je fais le jus et après je fais des règles de 3. C'est en fonction de mon volume de jus que je mets mon volume de sucre. Alors il faut faire attention parce que le liquide est quand même très chaud. J'ai oublié de faire quelque chose, c'est d'enlever un petit peu cette mousse. Voilà. Vous nettoyez autour, vous vissez bien et vous mettez à l'envers. Il reste toujours un petit peu d'espace d'air. Et le fait de renverser le pot, l'air va être du moins stérilisé entre guillemets en traversant la gelée. Voilà, c'est vrai que la goyave, on peut l'utiliser, on peut l'exploiter, pardon, de différentes manières, et puis c'est tellement bon. C'est vrai, Elise, mais peut-être que la prochaine fois, on prendra un peu plus de temps pour parler aussi du bois du goyavier, Oui, qui a des caractéristiques que les ébénistes, les menuisiers apprécient de plus en plus. D'ailleurs, sur l'île de la Réunion, ils ont créé une véritable filière bois de goyavier. Et puis là-bas, les artisans se mettent à fabriquer des fauteuils, des meubles, différents outils, mais que à base du bois de goyavier. Puis moi, du côté de chez nous à Couture, là, chez le tonton, on a mon oncle, depuis longtemps, comme son père d'ailleurs, fabrique lui-même ses manches de hache, là, mais avec du bois de goyavier chinois, quoi. C'est un bois qui, une fois travaillé, une fois poncé, là, qui est très beau parce qu'il a une couleur rougeâtre qui sort naturellement. Puis c'est un bois qui est surtout très léger et puis très dur surtout. Voilà, donc une piste à peut-être développer avec nos artisans et avec nos ébénistes du pays. Voilà, Duc, merci de nous avoir parlé de la goyave et puis on se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci Elise et merci encore à vous de nous avoir suivis. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Job et Éducation. Alors, on s'intéresse à l'internat de Koné, qui a été construit en 1973. Si le système de l'internat n'existait pas, on va dire, beaucoup d'enfants ne pourraient pas faire le trajet entre maison et établissement scolaire tous les jours. Alors, bonjour Marilène, aujourd'hui tu nous parles justement de l'internat. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous. Alors, c'est vrai que l'internat a une importance capitale, effectivement, en province nord, parce que souvent, les lieux d'habitation sont loin des établissements scolaires. Alors, c'est vrai que l'internat demeure du coup une solution pour tous les enfants qui souhaitent poursuivre des études supérieures. Alors, des centaines d'élèves doivent être inscrits à l'internat de Koné, justement. Oui. Cette année, d'ailleurs, ils sont donc environ 180 à être inscrits donc, à l'internat de Koné. L'an dernier, ils étaient quand même 200. Et puis, si tu veux, ils restent donc à l'internat du lundi au vendredi. Le vendredi soir, ils rentrent à la maison et puis ils reviennent le dimanche soir. Alors, vivre la majeure partie, on va dire, de l'année à l'internat n'est pas toujours évident. Le rythme doit être particulier, le rythme de vie. Ah bah c'est sûr, de toute façon, le quotidien est rythmé par les repas pris au réfectoire, les nuitées en dortoir, ensuite un établissement juste à côté. Bon, on est toujours plus ou moins dans le même
même environnement, c'est vrai. Et en plus de ça, eh ben, comme on vit en communauté, hein, qu'on découvre un peu la vie en collectif, si on n'a pas été déjà interne, eh ben, il faut donc respecter un règlement, Élise, un règlement qui est strict. Il faut le savoir. Hein. C'est vrai qu'il y a un règlement à respecter pour que la vie, justement, bah, tu l'as dit, hein, communautaire se déroule le mieux possible. Eh bien oui, c'est clair. Et puis les élèves et les parents sont informés de ce règlement au moment donc, de l'inscription. Donc tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et puis, je vais te citer quelques règles, hein, si tu veux, d'usage, hein, voilà, à ne pas faire et donc bien évidemment à respecter. Tout d'abord, le respect du personnel. Ensuite, il est interdit de fumer, il est interdit de porter les cheveux longs, sauf s'ils sont tressés. Et puis d'avoir son portable, bien évidemment, voilà. Et puis on leur apprend aussi à ne pas laisser traîner leurs affaires, je suppose. Donc, parce que moi, je n'ai pas été à l'internat, donc du coup, je ne sais pas trop comment ça marche. Donc à passer un coup de balai là où ils dorment. Eh bien oui, et puis justement, tu parles donc des affaires. Alors je voulais en profiter pour faire une petite précision concernant justement le marquage des vêtements. Parce que tu sais que voilà, les vêtements sont lavés tous, voilà, tous ensemble donc, à la lingerie. Et donc il est super important de marquer convenablement en fait tous les vêtements. Bon d'ailleurs c'est obligatoire, mais ça permettra aussi à l'enfant de retrouver ses vêtements. Puisqu'en plus de ça, si tu veux, le problème qui est donc rencontré par les lingères, c'est que les étiquettes, souvent, elles se décollent. Donc, et puis les noms disparaissent. Donc, il faut en fait trouver la bonne solution pour que ces étiquettes, si tu veux, elles durent dans le temps, hein, lavage après lavage, et puis que les inscriptions, les noms, les prénoms restent marqués. Donc, peut-être utiliser une encre indélébile pour marquer justement nom et prénom, et puis de coudre peut-être les étiquettes. Voilà, c'est quand même beaucoup plus résistant après au lavage, quoi. Et puis sinon, il y a perte de vêtements, hein. C'est ça le risque en fait. Bah, c'est ça, et puis qui dit perte de vêtements, dit un petit peu perte d'argent aussi, parce que ça veut dire que papa, maman, voilà, hein, sont obligés de racheter des affaires, acheter des vêtements. Donc ça a un coût. Aujourd'hui, que ça coûte cher, c'est un budget hein, de prendre du linge à chaque fois, à chaque rentrée. Exactement, et pour les petits comme pour les grands internes, parce que tu le sais certainement, hein, on peut aussi être interne dès son plus jeune âge, en école primaire. C'est d'ailleurs le cas pour l'école l'Immaculée à Connay, où justement les enfants, ils sont internes là-bas. Il est certain que ça ne doit pas être rose hein, tous les jours, donc pour les enfants comme pour les parents, des fois ça doit être un déchirement de se séparer, on va dire, le dimanche soir, mais bon, on va dire, voilà, on peut dire que l'internat, c'est l'école de la vie finalement. C'est vrai. Et puis tu sais, c'est vrai que c'est peut-être difficile au départ, hein, justement, de trouver sa place au sein de cette organisation hein, qui est stricte et réglementée, mais en même temps, on fait des rencontres, on se fait un petit groupe d'amis, et puis voilà, hein, toute cette expérience-là que l'on vit avec les adolescents permet, si tu veux, favorise en tout cas notre construction personnelle, et puis va nous être bénéfique forcément hein, à l'avenir, et puis pour notre future vie professionnelle aussi. Et puis à l'époque, je veux dire, ça s'appelait des pensionnats, c'est ça ? Oui, alors figure-toi qu'avant, tout le monde n'avait pas accès en fait à l'internat. Aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît tellement commun évident d'aller à l'internat. C'est vrai, c'est le mot que je cherchais, Élise. Alors que hier en tout cas, il y a quelques temps de cela, hein, au pensionnat, n'allaient que les enfants en fait dont les parents avaient les moyens. Voilà, donc il y avait une sélection en plus de ça à l'entrée pour pouvoir poursuivre ses études supérieures, puisque pensionnat équivalait plutôt à l'enseignement supérieur. Et tu te doutes bien que l'ambiance aussi, elle n'était pas du tout la même. C'était quand même une ambiance beaucoup plus austère. Voilà, tu as tout compris. Mais bon, c'est terminé tout ça. Il n'y a plus de pensionnat aujourd'hui. Et puis, on le voit, hein, l'organisation est quand même beaucoup plus souple, même si elle est cadrée, quoi. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu nous proposes de visiter un internat, c'est ça ? Mais oui, tout à fait. Nous allons aller du côté de Connay, Élise. Voilà, on va suivre donc le directeur de l'internat grâce à un reportage de André Ravel. On est à l'internat de Connay. L'internat de Connay a ouvert ses portes en 1973. On a fêté les 40 ans l'année passée. En 1973, l'internat s'est ouvert avec un dortoir et le deuxième dortoir s'est ouvert en 1974. C'est ce qui a permis d'accueillir les élèves du primaire au départ et puis les élèves du collège.
Ensuite, au fur et à mesure de l'évolution des choses, l'ALP s'est installée aussi à côté du collège, hein, l'annexe de lycée professionnel. Et ce qui fait que, voilà, il y a l'ALP qui existe encore aujourd'hui, fait qu'au fil des années, il y a eu les primaires, ensuite c'est ajouté les élèves du collège, plus les élèves de l'ALP. Et puis au fil des années, par rapport aussi au développement des moyens de communication et de transport pour les élèves, on n'a plus, depuis déjà 2-3 ans, on n'a plus d'élèves du primaire, on a uniquement les élèves du collège et puis les élèves de l'ALP. Alors l'internat, c'est une superficie d'environ 5 hectares. On peut penser que les bâtiments couvrent peut-être un peu plus d'1 hectare, avec les routes, etc. Mais le reste, ce sont des espaces verts et il faut les entretenir. Alors j'ai deux agents, dont l'un c'est Patrice, voilà, qui s'occupe de passer la débroussailleuse, l'autotracté, de nettoyer. Donc là, il est en train de ratisser tout partout pour que, il fait tout pour que dimanche, ce soit top quoi, pour les parents quand ils vont arriver. Et puis après, c'est un travail journalier pour que voilà, les enfants se sentent bien à l'internat, qu'ils arrivent dans un lieu propre et agréable. Donc on est payé pour, donc on le fait. Alors la capacité de l'internat de Koné, c'est environ 240 lits à partager entre les filles et les garçons. Voilà, dortoir Palmier, dortoir Kaori, c'est les 6e, 5e filles et garçons. Donc là, c'est la chambre de l'éducateur ou de l'éducatrice. Hein, voilà. Il y a une chambre, ici, à l'entrée. Ensuite, on a les douches et WC. Et puis le dortoir avec 6 lits et puis un espace avec un espace pour le travail scolaire, les études le soir. Il y a 32 personnes qui travaillent à l'internat de Koné, parmi lesquelles il y a 17 éducateurs, hommes et femmes. Ici, il y a un directeur, donc moi-même, ainsi qu'une secrétaire, la gestionnaire et une infirmière. On a une équipe de cuisine qui s'occupe de préparer les repas, aussi bien pour nos internes que pour les demi-pensionnaires du collège. Mais on fait également office de cuisine centrale pour les écoles primaires de Koné et de Pointe-Bout. Bien sûr, on s'adapte aussi à l'évolution des choses. Hein. Il y a le développement de l'informatique, donc forcément on doit s'adapter. Donc depuis 2-3 ans, on a une salle informatique qui est dotée de 7 ordinateurs sur lesquels les enfants, les élèves, les internes peuvent aller travailler, aller sur Internet, travailler, etc. Ici, il y a 7 ordinateurs fixes, dont on a fait l'acquisition, c'est la province qui a fait l'acquisition avec la caisse des dépôts. Et puis, on a 8 ordinateurs. C'est l'association des parents d'élèves qui ont acheté et mis à disposition de l'internat. Donc, voilà, tous les soirs, les élèves, ils ont la possibilité de venir dans cet espace et puis de faire des recherches ou de tout simplement d'être sur l'ordinateur. Parce que tous les élèves ne savent pas utiliser les ordinateurs, donc il y en a qui apprennent et puis d'autres qui font des recherches, etc. Il y a des temps aussi d'animation avec les éducateurs sur des projets liés et sur lesquels ils ont besoin de venir faire des recherches ou de travailler ici sur les ordinateurs. Voilà. Il est prévu, je ne sais plus si c'est dans l'année ou dans les années qui viennent, que l'ensemble des dortoirs soit informatisé, etc., pour permettre d'une part aux éducateurs de nous communiquer les éléments. Enfin, je veux dire, on est toujours avec les cahiers d'information. Donc là, on est à l'ère de l'informatique, il faut qu'on s'adapte aussi. Et puis, au niveau de la cantine, on a depuis maintenant 2 ans un outil de gestion informatique de la cantine. Donc tous les élèves, internes comme demi-pensionnaires, ils ont une carte magnétique
qui leur donnent l'accès à la cantine. Et nous, ça nous permet de vérifier que les élèves mangent à la cantine. Voilà. Donc c'est un logiciel TurboSelf. Les enfants passent avec leur carte, ils la positionnent devant et il y a une lecture de la carte et il y a la photo de l'élève avec ses noms, etc. qui s'affiche ici. Après, il part, il se sert. Donc c'est un self. Tous les élèves passent au fur et à mesure. Voilà, parce que le système d'autrefois, les enfants, bon, c'est comme d'habitude, hein, les enfants trichent un peu. Il y en a un collègue qui vient, il tourne la carte de l'autre ou il pointe à la place de l'autre. Et c'est toujours difficile quand on a 600 élèves dans la cour de vérifier que celui qui a pointé, il est bien l'élève concerné. Là, avec la carte magnétique, quand il passe, eh bien, c'est sa photo qui s'affiche. Donc, l'éducateur qui est là, il vérifie, il sait que tel élève. Et puis, ça nous permet, nous, d'alerter les parents assez rapidement que, voilà, votre enfant était au collège le matin, mais il n'a pas déjeuné ce midi. Et cet après-midi, il est à nouveau au collège. Parce qu'on a également, avec le collège, la communication en ce qui concerne les absences, hein. Donc en temps réel, le secrétariat peut vérifier qui sont les enfants qui sont présents en cours et ceux qui sont absents. Donc ça nous permet d'être un peu plus réactifs au niveau des élèves auprès des parents. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment immense. Alors tu disais 180 internes au total, combien y a-t-il de dortoirs? En fait, il y a 6 dortoirs, Élise, au total. Et jusque l'an dernier, les élèves étaient 6 par pièce. Et pour les repas, hein, il faut préparer des petits déjeuners, des repas le soir. Combien de repas sont servis? Alors, 546 repas sont donc préparés chaque jour pour les internes. D'accord. Et pour inscrire son enfant justement à l'internat, comment ça se passe? Alors là, il faut se réinscrire chaque année. Donc, être attentif, si tu veux, à la campagne d'information hein, qui se fait donc en général au mois de septembre. Ensuite, vers le mois d'octobre, débutent les inscriptions jusqu'au mois de décembre. Voilà, donc à préciser, le dossier doit être fait chaque année, hein, c'est ça, tu confirmes. Alors, est-ce que des animations sont prévues de temps en temps pour divertir les internes? Oui. Le mercredi après-midi, il est possible effectivement qu'il y ait des sorties, hein, d'organiser, mais par contre, il faut que ce soit le surveillant en fait qui développe ce projet-là avec ses élèves, hein, et il peut être aidé en fait financièrement grâce à une association, hein, le fameux foyer socio-éducatif, qui donc est subventionné donc, par la province Nord et donc peut aider au montage de projets. Il y a combien d'internats en province Nord? Il y en a 7, Élise, hein, dans les communes suivantes, hein, Ouégoua, Koné, Koumak, Poindimier, Wailou, Kanala et puis Yengen. Alors des projets à venir dans ce sens, on va dire dans les années qui arrivent là? Alors au niveau des projets justement, il y a quelque chose qui doit se faire au niveau de l'alimentation. Donc il y a un programme alimentaire qui est en cours et donc l'idée c'est d'améliorer si tu veux les repas. Donc chacun travaille, enfin tout le monde travaille ensemble, hein, qu'il s'agisse de la direction donc de la formation de la province Nord, de la direction de la santé, les responsables d'internat et puis une diététicienne. Ensuite, si tu veux, du côté de l'accompagnement éducatif, il y a également des choses de prévues. Par exemple, s'il y a sanction, et donc prévu hein, une action éducative en lien avec le problème qui a été relevé, la faute commise, pour que l'enfant il comprenne pourquoi il ne doit pas refaire cet acte-là, par exemple. Hein. Ensuite, du côté du suivi scolaire, c'est possible, grâce, tu le sais, à l'association La Mascope, hein, qui intervient beaucoup dans les établissements scolaires, et elle intervient aussi donc, au sein de tous les internats du Nord. Merci Marie-Hélène pour cette petite visite et puis on te retrouve la semaine prochaine. À bientôt Élise, au revoir. Alors puisqu'on parle de repas, je vous propose de parler de recettes avec Falaï de notre rubrique Fin Bon. Alors, on retrouve Falaï pour le Fin Bon. Donc, qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui? Bonjour Élise, salut à tous. Alors, on va parler de miltoïdes. Ça porte un nom de médicament, mais ça ne l'est pas. Et heureusement, on va parler de moules aujourd'hui.
J'adore ce fruit de mer. Ah oui, à toutes les sauces, moi j'en mange. Alors, avant de suivre le chef Alain Garcia qui nous dévoilera une manière de cuisiner des moules, je vous propose d'en découvrir un petit peu plus sur ce coquillage et notamment ici au pays. D'accord, alors qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce coquillage? Alors quand j'ai eu à faire des recherches sur ce coquillage, pour vous en parler aujourd'hui, je me suis demandé si on cultive en fait ici ce coquillage parce que perso je n'en ai jamais eu écho. Et après quelques recherches et voilà, appels téléphoniques, finalement j'apprends que non, il n'existe aucun élevage de moules que l'on appelle la mythiculture. Et pourtant en termes d'aquaculture, il existe, on va dire, plusieurs filières ici, comme élevage de crevettes, d'huîtres ou encore de bêches de mer. Oui, Elisa, alors c'est vrai qu'ici il n'y a pas de bassin mythicole, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'essai. Au contraire, oui, au contraire, faut dire qu'avec ce magnifique lagon, les premiers voyageurs, ils voyaient volontiers une transposition de la culture d'huîtres et de moules, comme telle que se pratique en Europe et en Asie. Alors, selon le site de l'Ifremer, la première tentative de mythiculture ici au pays date de 1976 et c'est la CPS, la Communauté du Pacifique, qui aurait importé une espèce de moule, la Perna viridis, toujours bon à savoir pour la culture G, ou plus simplement la moule verte des Philippines. Alors, qu'est-ce qu'elle a, on va dire, cette moule en particulier? Alors, c'est une moule tropicale, elle est largement répartie en Inde et dans le sud-est asiatique. Cette espèce aime les eaux chaudes et dans les Philippines, elle prolifère naturellement. Alors, au départ, il y a eu quelques essais dans la baie de Saint-Vincent, ce qui se trouve dans la commune de Boulou-Paris. Puis, ils ont transféré tout ça dans l'écloserie de Tahiti, de l'Ifremer à Tahiti, pour la mise au point de la technique de reproduction en captivité. Et qu'est-ce qui s'est passé après Tahiti? Alors, nous sommes en 78 et pendant 10 années, environ 4 millions de naissins, les naissins c'est les bébés moules, produits à Tahiti vont être expédiés ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, pour diverses raisons, les essais de pré-grossissement ont été un échec. On parle quand même de taux de 0 à 35%. Et encore, même ceux qui survivaient atteignaient un poids d'1 gramme pour une vingtaine de millimètres en 8 mois. En sachant que normalement, ces moules, dans ces sites géographiques naturels, elles présentent une croissance rapide. En 6 mois, elles font normalement 30 grammes pour une 70 millimètres environ. C'est vrai que vu comme ça, ce n'est pas très concluant. Oui, bon après, pour l'étape suivante, le grossissement, les élevages ont été réalisés sur corde en suspension un petit peu partout. Alors il y en a eu, on le disait tout à l'heure, dans la baie de Saint-Vincent, dans la lagune de l'Inderalik, dans la rivière de Balade, dans l'Iaot et aussi à Lilloin. Et au niveau des résultats? Alors, sur certains sites, le poids voulu, comme on le disait tout à l'heure, qui est de 30 grammes pour 70 mm, ont été atteints, mais bon, en 12 mois au lieu de 6, comme on le disait tout à l'heure. Alors, ça prend plus de temps. Oui, voilà, exactement. Et en plus de cela, tous les élevages ont été affectés par de très grosses pertes liées à la variabilité trophique du milieu et puis aussi aux accidents climatiques répétés, le vent, la pluie, les cyclones. Voilà. C'est vraiment dommage pour le pays, surtout pour nous qui sommes amateurs justement de fruits de mer. Oui, bon après, il reste quand même les moules importés. Et aujourd'hui, le chef Garcia vous propose au menu du jour des moules marinières. Et c'est Kenji Onyari qui a eu la chance de le rencontrer. Donc pour la réalisation des moules marinières, nous aurons besoin des ingrédients suivants. Les moules, type bouchot. Nous aurons également besoin d'un demi-oignon sec, d'un peu de vin blanc, de coriandre, d'oignon vert, et encore pour la garniture aromatique, des feuilles de laurier. Évidemment, on assaisonnera sel et poivre, comme il convient, du beurre, de la crème fraîche. Et le tout devra cuire dans une casserole ou une marmite. Ce sera une casserole large pour que toutes les moules cuisent et s'ouvrent en même temps. Donc,
Première étape, préparation des ingrédients. Les moules sont forcément prêtes. L'oignon sec. C'est parti pour l'oignon sec. Donc, on peut déjà même préparer la coriandre, également, grossièrement tronçonnée. La coriandre va donner beaucoup de goût. L'oignon vert, également pour le goût. Voilà. Les 2 feuilles de laurier. Et ici, on aura donc un petit bouquet ou deux de persil français à mettre en décoration pour la présentation dans notre bol à moule. Voilà. En parallèle, nous cuirons également quelques frites, puisque ce sont des moules marinières frites que nous présentons aujourd'hui. Et c'est parti, casserole feu vif. On va commencer par y jeter l'oignon émincé, un peu d'ail donc, comme nous avons dit. Un petit peu de beurre et très rapidement on va verser le vin blanc. Donc dès que l'ensemble est porté à ébullition, c'est-à-dire c'est assez rapide, eh bien il va falloir dans cette casserole y jeter les moules. Ça bout, donc on y jette nos moules. Voilà, pour les moules c'est fait. Rajoutons maintenant la coriandre fraîche. Donc toujours partie du bouquet aromatique. Alors malgré que ce soit des moules qui viennent de la mer, on va saler un petit peu quand même. Un peu de sel, voire même un peu de poivre. On remet l'ensemble pour que les moules, d'une part, cuisent dans cette casserole assez large. C'est une casserole volontairement assez large pour que toutes les moules puissent cuire en même temps. Donc l'essentiel, c'est de laisser à feu vif tout le temps, de façon à ce que, d'une part, les moules s'ouvrent correctement, se réchauffent et cuisent correctement, prennent rapidement tout l'arôme du bouquet aromatique. Et en dernier, pour leur donner un peu plus de rondeur et d'onctuosité, en tout cas à la sauce dite marinière, dans le cas présent, ça ne sera pas toujours le cas, mais aujourd'hui, pour cette marinière, comme je disais tout à l'heure, j'avais préparé de la crème fraîche, je vais la mettre. Et on va finir donc la cuisson de ces moules avec un peu de crème fraîche. Voilà. Et voilà, je crois qu'on y est. Il ne reste plus qu'à verser l'ensemble de ces moules dans le bol approprié.
déjà de bonnes odeurs qui s'en dégagent. Et voilà. Et le tour est joué. Et maintenant, ces moules méritent d'être dégustés. Voilà, messieurs, dames. Et une petite cuillère pour la sauce, du bon pain, de bonnes frites et bon appétit. Et voici les moules marinières frites. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. En tout cas, ça a l'air d'être bon, hein, avec des frites, là, je dirais pas non. Hein. Ah ben, moi non plus. Hein. Alors, dans le reportage, le chef Garcia cuisinait des moules de Connemara, hein, d'Irlande, mais il faut savoir qu'il existe une quantité impressionnante d'espèces de moules, mais seules 17 sont comestibles. Alors, avant d'atterrir dans nos assiettes, elles ont quand même un rôle dans la nature, ces moules. Oui, et pas des moindres, hein, parce que ce petit coquillage qui n'a pas de tête et de yeux, comme la coquille Saint-Jacques, joue un rôle important dans l'écosystème, parce qu'en fait, pour se nourrir, il filtre, il épure l'eau, et en gardant, en fait, en fixant des métaux dans sa coquille. Alors, par conséquent, comme tous les animaux filtreurs, les moules sont susceptibles de récupérer les toxines, les métaux lourds, les différents polluants divers. Et c'est pour cela qu'elles font l'objet de contrôles très stricts avant d'être commercialisées. C'est clair, il faut être rigoureux, hein, quand on les choisit. Alors, des petits conseils peut-être pour justement les choisir? Oui, alors pour bien les choisir, hein, il faut évidemment les acheter vivantes, hein, coquilles fermées, et quand on les touche, il faut qu'elles se ferment. Alors, il est préférable de les consommer le jour même de l'achat. Après, bon, si on doit les préparer pour le lendemain, on peut les conserver dans un linge humide et les placer en bas du réfrigérateur. Hein. Alors, il faut les laver juste avant de les cuisiner, les laver à l'eau courante, sans les laisser tremper, et puis bon, les brosser si nécessaire, pardon. Et surtout, il faut enlever, éliminer toutes celles qui restent ouvertes. Et après, hop, dans la marmite. Oui, voilà, dans la marmite. Alors, en plus, hein, les moules sont très peu caloriques, mais en revanche, elles sont très riches en fer, en calcium et en iode. Alors, si vous les servez en plat principal, et quel que soit l'accompagnement choisi, hein, ne soyez pas petits joueurs, hein, oubliez le litre et visez le kilo par personne. Voilà, et puis il dirait que dans la bouche. Voilà, c'est sur ce dernier conseil gourmand que l'on se quitte, Falaï, et puis on te retrouve dès lundi. Au plaisir, Élise. Allez, salut tout le monde. Quant à nous, je vous propose de retrouver Anna pour notre rubrique « On s'occupe de vous ». Bonjour Anna, alors aujourd'hui, de quoi on va parler, de quoi on va traiter, hein, dans ta chronique? Bonjour Élise et bonjour à tout le monde. Alors moi je vous propose de parler d'une association qui s'appelle Un toit pour mes parents. Alors elle a pour objectif, cette association, d'héberger les parents, hein, les mamans en particulier, qui ont des enfants hospitalisés en longue durée. C'est une association qui se trouve sur Magenta. Donc ça permet d'aider en fait les parents, hein, qui n'ont pas les moyens de se loger. Ça leur permet tout simplement de pouvoir rester justement à côté de leurs enfants hospitalisés. Alors cette association est destinée à tous les mamans ou il y a des critères justement à respecter pour être hébergé? Bien, le critère premier, je vais dire, c'est déjà d'avoir un enfant hospitalisé, hein, de longue durée, hein, au CHT. Et puis donc, le centre, il est ouvert à tous, hein, que ce soit des parents qui viennent du nord, des îles ou du sud. Et puis, par rapport à la couverture sociale, il faut avoir, pour les personnes qui ont la carte aide médicale, hein, la MGA, elles n'ont pas de, on va dire, d'avance à faire, hein. Elles n'ont pas à payer, quoi. On n'a pas de somme d'argent à avancer. Et par contre, pour les autres personnes, il y a une petite avance à verser qui se monte à 1 000 francs par nuitée. Donc, c'est abordable. Et puis, il faut aussi préciser que le foyer ne peut accueillir que 8 mamans. D'accord, donc s'y prendre à l'avance. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les pathologies, hein, que peuvent présenter les enfants dont les mamans sont hébergées? Alors, on va dire les pathologies, hein, qui priment
qui reviennent le plus fréquemment donc, dans le service de pédiatrie, eh bien, ce sont les gastro, tout ce qui est gastro, les bronchiolites aussi. Il y a les problèmes de pyélonéphrite. Alors là, je vais peut-être expliquer ce que c'est. En fait, c'est une infection bactérienne qui atteint le rein. Voilà, pour cette infection-là qui revient assez souvent. Et puis, il y a aussi beaucoup de brûlures, hein, ou tout ce qui est lié on va dire, aux accidents domestiques. Mais beaucoup les brûlures, ça revient souvent. Et puis, dans le service de néonatologie, alors là, on peut avoir des problèmes respiratoires chez les enfants qui sont nés prématurés. Voilà un peu pour les maladies les plus fréquentes. Alors, c'est une question assez évidente, mais est-ce que la présence des parents participe à la guérison de l'enfant et comment les parents s'organisent justement pour ceux qui travaillent? Est-ce qu'il y a des horaires? Alors, c'est vrai que lorsque l'enfant qui est hospitalisé a la maman proche, c'est sûr hein, que ça va favoriser justement la guérison puisqu'il va se sentir protégé. Donc, ça va lui permettre de récupérer, de se rétablir un peu plus vite, donc de pouvoir ensuite guérir et ressortir. Et par rapport aux horaires, pour les parents, hein, maman, mais les papas aussi, hein, qui peuvent venir rester auprès de leur enfant, alors là, peuvent rester 24 heures sur 24, voilà, il n'y a pas d'horaire. Voilà. Par contre, pour les familles autres, hein, les familles proches, il y a des horaires à respecter qui sont de 14 heures à 20 heures. Et puis, voilà, on va dire que cette présence, on va dire, des parents, ça va favoriser justement bien le lien parents-enfants. Et puis, il y a eu un service qui a été ouvert dans le service de néonatologie qui s'appelle Unité Kangourou. Alors là, l'enfant, il est carrément dans les bras de la maman. Donc, voilà, justement, pour qu'il se sente rassuré, qu'il sente sa maman à côté. Mais ça va faire peut-être l'objet d'un autre sujet. Moi, je te propose, hein, pour l'heure, de voir comment travaille l'association Un Toit pour mes parents. Ça se passe du côté de Magenta et c'est un reportage qui est signé Audrey Sarangat. Alors, si tu veux, on regarde. Si le centre n'existe pas, je crois que ça peut être difficile aussi. Le foyer Un Toit pour mes parents existe depuis le mois de novembre en 1996. Il a été offert à l'hôpital par le Lions Club. La première mission, c'est de rapprocher les parents de leurs enfants. Oui, vivre ici, ça me facilite la vie parce que, pour être à côté de ma fille, quoi. Notamment les mères allaitantes, ensuite les mères d'enfants hospitalisés, les mamans habitent loin. Les mamans n'ont pas forcément des familles sur Nouméa. Nous avons beaucoup de personnes des provinces Nord, Île, Sud, Grand Sud. Et bien souvent, il y a des mamans qui ne sont pas bien acceptées dans leur famille ici sur Nouméa. C'est un avantage d'être logées sur place parce qu'elles peuvent, dans la nuit, elles peuvent sortir, elles peuvent être auprès de leurs enfants. Alors, au niveau du personnel, il y en a 3. Il y a 2 personnes de jour c'est du personnel de l'hôpital. Et par contre, il y a une gardienne la nuit et c'est l'association qui prend en charge, la gardienne de nuit. On les accueille, après on est là, on essaie de les écouter un peu parce que parfois il y a des mamans qui ont des problèmes et voilà, elles sont contentes d'avoir trouvé ce foyer-là. C'est un peu comme un refuge pour elles. Donc voilà une chambre, ça se présente avec un lit, table de chevet, une chaise, et une penderie et des étagères. Donc les mamans sont autonomes ici. Le linge est fourni d'ailleurs par l'hôpital.
Et nous avons 3 chambres avec un berceau pour certaines mamans, pour les enfants. C'est surtout pour les mamans, des mamans qui doivent sortir en fait. Il arrive quelquefois que la mère elle va sortir, mettons à 4 heures, le car est parti. Donc la mère, plutôt que de payer une journée d'hospitalisation, la mère elle peut venir ici avec son bébé. Tout est fait pour accueillir son bébé avec elle dans la chambre. Alors ici, on retrouve uniquement des mamans parce que pour des questions de pudeur aussi, ce sont des douches communes, donc on évite le plus possible qu'il y ait des hommes pour préserver l'intimité des femmes. En face, vous avez la buanderie avec une machine à laver, un sèche-linge et c'est surtout le linge, en priorité, c'est le petit linge des enfants de pédiatrie, de néonates, les jouets, les peluches, tout ce qu'on nous donne. Donc c'est lavé ici, séché ici, c'est beaucoup plus pratique parce que quand ça part à la lingerie de l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui ne reviennent pas. Donc c'est lavé ici et c'est pratique. Et les mères aussi peuvent laver leur linge ici. Donc ici, on arrive dans la pièce principale qui comporte cette table. Des fauteuils où les parents peuvent, les mères surtout, peuvent se reposer tranquillement. Et nous avons un petit coin cuisine en fait, qui sert seulement à réchauffer. Pour des questions de sécurité, on n'a pas le droit d'avoir de gazinière ici. Donc les mères, elles ont juste un micro-ondes qui leur permet de réchauffer leur repas le soir. Par contre, pour le petit déjeuner, elles le prennent dans le service de pédiatrie et le repas du midi, elles le prennent au self de l'hôpital. C'est bien que ça a été créé parce que pour moi, je viens de Pont-Dimier, c'est loin. Les activités, c'est beaucoup de tricot, du crochet, plutôt à ce niveau-là, pour pouvoir fabriquer des petites choses pour les enfants. À l'initiative des mamans roses, ce sont surtout elles qui passent, je crois qui ont appris d'ailleurs au personnel à tricoter un petit peu et qui apprennent aux mamans à tricoter ou à crocheter. On mène au foyer, donc c'est vrai qu'il y a cette tombola. C'est une action qui a été mise en place et qui a demandé beaucoup de temps et de préparation parce qu'on avait commencé à la mettre en place déjà l'année dernière. On vient de faire une tombola au mois de mars pour récupérer de l'argent pour pouvoir faire tourner, fonctionner un peu mieux. Ça nous permet effectivement... Les difficultés qu'on rencontre au niveau du centre, la première difficulté, c'est la difficulté financière. Ça, c'est une grosse difficulté. On reçoit un peu de subventions, on reçoit quelque chose. Bon, c'est pas... Mais on ne peut pas dire que ça nous aide vraiment à vivre. Le seul critère pour pouvoir bénéficier d'un accueil au sein du foyer, c'est d'avoir son enfant qui est hospitalisé au CHT Magenta. Il n'y a pas de critère de couverture sociale, il n'y a pas de critère de lieu ou de résidence. Bien sûr, on va favoriser un accueil pour des mamans qui viennent du plus loin, mais s'il y a de la place, une maman qui vient de Dimbéa peut tout à fait dormir au sein du foyer. Une maman qui n'a pas de moyen de transport, qui vient de Dimbéa, elle a tout à fait sa place en hébergement au sein du foyer Un toit pour mes parents. On voudrait remercier bien sûr du monde, des personnes qui ont aidé, des personnes qui ont participé à la construction de ce foyer. Et on ne peut pas évoquer le foyer Un toit pour mes parents et cette association sans parler de M. Roger Le Lésour, pour qui le foyer est un véritable bébé. C'était vraiment une passion et qui s'est toujours battu pour que ce foyer ait vraiment sa place. C'est quelqu'un qui a participé carrément à la construction de la structure et qui pendant 19 ans l'a considéré vraiment comme son bébé, comme quelque chose à porter et qui a vraiment tout fait pour que ce foyer ait une vie. Donc on a une grosse pensée pour M. Roger Le Lésour. Également bien sûr pour tous les Lions Club et toutes les personnes qui s'intéressent et qui nous aident. Voilà, ce qui est très bien, cette association, on va dire avec cette association, elle participe justement à la guérison des enfants et puis également à l'accompagnement des mamans. Et puis, on va en profiter par rapport à parler tout à l'heure des horaires de visite.
il faut préciser que les visiteurs ont des devoirs. Il y a ce qu'on appelle le devoir des visiteurs. On ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on va rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Puisque, rappelons-le, l'hôpital, c'est un lieu de soins et c'est également un lieu de repos et de tranquillité. Donc, il faut veiller à ce que les personnes qui rendent visite justement à quelqu'un, à une personne, respectent certaines règles. Alors, on va peut-être, je vais les rappeler rapidement. Donc, déjà, il faut observer un plus grand silence quand on va à l'hôpital, quand on se déplace dans les couloirs ou même dans les chambres. Donc, faire le moins de bruit possible. Il ne faut pas venir trop nombreux, voilà. Il ne faut pas venir à un groupe de 10 personnes, 14, par exemple. Voilà. Il ne faut pas fumer, évidemment. Sûr. Il ne faut pas aussi amener d'aliments pour les malades. Donc, il y en a qui ont un régime particulier à suivre, donc il faut respecter toutes ces règles, ne pas emmener d'aliments. Et puis, il ne faut pas aussi, bien évidemment, parler de l'interdiction de fumer. Il y a aussi les boissons alcoolisées qui sont évidemment interdites. Et puis, il ne faut pas aussi emmener d'animaux. On laisse ses chiens, ses chats à la maison ou dans la voiture. Et puis, il faut aussi respecter les horaires de visite. Donc, lorsque c'est l'heure de la fin des visites, il faut le respecter. Il faut s'en aller. Voilà, chose qu'on ne fait pas, on ne respecte pas souvent. Ça arrive. C'est difficile de laisser la personne quand on vient voir, mais il faut respecter les horaires. Et puis, il faut respecter aussi tout ce qui est hygiène, donc propreté des chambres, des locaux et des abords de l'hôpital. Et puis, autre chose importante qu'on oublie souvent, éteindre son téléphone portable. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis, je te souhaite un bon week-end et à vous aussi. Merci Anna et puis bon week-end à toi. Quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end. C'est la fin de cette émission. Tata à tous.